le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Ce soir, nous lançons le livre de Jean-François Gingras, consacré à ton arrière-grand-mère. Alors, un petit mot sur Jean-François. Jean-François, de son état, de son métier, ça a-tu fonctionné? Attendez, ça a l'air que oui. Excusez-moi. Et gestionnaire. Historien de formation, il a participé à 4 ouvrages, à 4 collectifs dans la maison d'édition Somme Toute, dans la collection Parce que demain. Alors Jean-François va nous parler de son livre, il va nous dire comment ce livre est né, l'objectif du livre, et après, si l'Assemblée s'y présente, le désir, il répondra aux questions. Alors Jean-François, c'est toi la vedette, alors je cède ma place. Merci. Merci. Bien, bonjour et bienvenue à tous. Ça me fait grand plaisir de vous rencontrer ce soir, d'être là, à découvrir cet endroit-là aussi, par l'entremise de mes éditeurs. Je me présente un peu en complément de ce que Bruno disait. C'est un livre sur Angélique Gilbert, mon arrière-grand-mère. Donc, je suis arrière-petit-fils de cette dame que je n'ai pas connue. J'ai une formation en histoire et effectivement, donc cet objet-là, le journal duquel est issu ce livre-là, quand il m'est tombé dans les mains, m'a tout de suite passionné, m'a intéressé, ça m'a captivé là, très très rapidement. Vous expliquer un peu d'où ça vient, ce journal-là. Le journal a voyagé sur 96 ans. Donc, ça a été écrit dans les années 20, donc de 1924 à 42. Et le livre est issu du premier tome de ce journal-là. Il y avait 2 tomes à l'origine. Le deuxième, Les aléas de la vie ont eu raison de lui. Donc, au décès d'une des filles d'Angélique Gilbert, c'était un bout de papier écrit un peu avec une écriture un peu soignée et très tassée. Donc, ça a été discarté très rapidement. Donc, malheureusement, on n'a plus de traces. Alors, je me suis concentré sur ce tome-là. Je l'ai dévoré. Et ce voyage a commencé avec l'écriture à chaque semaine de mon arrière-grand-mère qui avait comme objectif de le transmettre à ses enfants. Donc, ma grand-mère qui l'a eu toute sa vie en sa possession. C'était destiné à être partagé entre les enfants. On ne saura jamais si ça a eu lieu. Ils sont tous décédés maintenant. Mais bref, elle a eu toute sa vie, mais on ignorait vraiment l'existence du journal. C'était dans sa table de chevet. Et personne ne touchait à sa table de chevet. Même les petits-enfants les plus curieux, les plus espiègles, n'osaient pas approcher de ce coin-là. Donc, c'est à son décès où ce journal-là s'est révélé et est sorti de son voyage souterrain. Et c'est une histoire de transmission aussi, donc de mon arrière-grand-mère qui l'a transmis à ses enfants. Et mon père est venu en la possession de ce journal-là. Donc, en triant, en regardant ce que sa mère, à lui, avait laissé derrière, et me l'a gentiment transmis, me l'a offert, connaissant mon amour des vieilles histoires et des histoires de famille. Donc, ça, c'est le voyage de l'objet en tant que tel. Je vous dirais que pour que le journal devienne livre, il fallait que quelqu'un s'y attaque, et c'était pas mince affaire. C'est un journal qui est écrit avec un vocabulaire riche, des anecdotes diverses. Maintenant, c'est une écriture soignée, mais avec une orthographe, une syntaxe vraiment qui laisserait à désirer par nos standards. Donc, il fallait le transcrire, le comprendre. Et c'est ce que je me suis attardé à faire pendant plusieurs années. C'est 180 pages, mais il faut les déchiffrer, trouver le sens. Donc, j'ai passé virtuellement ou par journal interposé, plusieurs heures en compagnie de mon arrière-grand-mère. J'ai pu avoir accès à sa pensée et avoir un peu les événements qui l'ont touché, comment sa vie s'est déroulée. Et une fois ça fait, un objet comme celui-là qui est inédit, et je reviendrai sur ce point-là, mais un objet qui est rare comme celui-là, doit servir, à mon avis, doit servir collectivement, doit contribuer à une meilleure compréhension de notre histoire. Donc, j'ai remis l'objet, le manuscrit en tant que tel, à la Société d'histoire de Charlevoix en 2014, donc après avoir transcrit et travaillé un peu l'objet. Et c'est M. Serge Gauthier, président de la Société d'histoire, qui m'a alors proposé de rédiger des articles pour la revue d'histoire,
question de faire bénéficier les lecteurs de ce contenu-là, d'une tranche de vie, d'une époque de Charlevoix qui est si proche, mais en même temps si loin. Et ça a donné 8 articles sur différentes thématiques que vous découvrirez dans le livre, j'espère bien. Et ces articles-là font vraiment un portrait de cette époque-là. Donc, le projet était de les rassembler dans un livre et d'y ajouter des compléments pour chacun des thèmes, qui est un espace pour zoomer sur un aspect, profiter de la richesse du journal et de compléter une thématique. Donc, il y aura vraiment les articles originaux, puis une part de réflexion aussi autour de ces événements-là, autour du contenu des mots de Angélique Gilbert, mon erreur de grand-mère. Et l'action se déroule dans Charlevoix dans les années 20 à 40, et on pourrait croire que c'est très loin de nous, mais en même temps, je pense que plusieurs vont trouver des similarités avec des histoires de famille. On m'a souvent dit quand je suis arrivé à Montréal que c'était la ville la plus populeuse, mais que la moitié des gens venaient d'ailleurs, de toutes les régions du Québec. Alors, vous trouverez certainement des similarités avec des histoires de votre coin de Québec, j'en suis sûr. J'ai eu la chance dans ce projet de compter sur une préface de Josée Boileau, qui a été rédactrice en chef du Devoir pendant un bon bout de temps, qui est chroniqueuse, qui est une fine observatrice de l'histoire des femmes, de notre histoire au Québec. Et quand je lui ai parlé, nous on se connaissait depuis mes implications politiques, la rédaction des essais en politique publique, donc sur le territoire, hein, la santé, l'éducation. Et je lui ai parlé de ce projet-là, puis je tenais beaucoup parce que j'espérais qu'elle soit intéressée par ce projet, qu'elle signe une préface. Et ma foi, j'étais bien enthousiaste, hein, je voulais l'intéresser. Et j'ai reçu un enthousiasme égal, sinon plus grand en retour. Elle a été fascinée, puis gentiment, elle a signé une préface qui met beaucoup en contexte l'objet. Je vous disais que c'est un objet unique. Il est unique principalement pour 2 raisons. C'est d'abord, ce sont des mots écrits par une femme qui était très active, une famille de 8 enfants, un commerce, un magasin général, mais de bonne dimension à l'époque, qui desservait une bonne portion de Charlevoix. Elle s'occupait d'une cour à bois, d'un élevage à renards. Donc, c'est une femme qui avait de quoi faire. Elle ne passait pas ses après-midi là, à se demander si elle avait à écrire ou jouer du piano. Elle ne faisait pas partie d'une classe bourgeoise qui avait cette habitude-là d'écrire. Donc, c'est un objet rare pour cet aspect-là. Ça nous donne un témoignage de première main sur des événements très concrets, l'organisation de la vie, l'organisation des affaires. Et c'est une femme qui était engagée dans sa communauté, qui était engagée avec les événements qui l'entouraient ou qu'elle subissait. Et vous découvrirez qu'elle en a subi ou elle en a traversé plusieurs. L'autre aspect, donc c'est l'histoire d'une femme, mais c'est surtout que c'est un journal qui dépasse la sphère de l'intime. C'est un journal qui ne relate pas l'après-midi en promenade, le beau temps qui s'installe ou la fonte des neiges. C'est vraiment un journal qui a un objectif, il y a un dessein derrière, c'est de transmettre. Transmettre à ses enfants des conseils, transmettre une façon d'aborder les transactions d'affaires, la maladie, les aléas de la vie qui peuvent survenir. Donc, il y a un objectif très précis. Et elle s'est assise, Angélique Gilbert, chaque semaine, malgré son horaire ou malgré, et vous découvrirez les différents aléas que sa vie a comportés, pour réfléchir et choisir qu'est-ce qu'elle voulait transmettre à ses enfants. L'époque est teintée, vous le verrez, mais malgré que les valeurs puissent changer, il y a ce désir d'installer ses enfants, de vouloir le mieux. On prend ça pour acquis, mais ce n'est pas ordinaire non plus. Donc, c'est un autre aspect qui, Josée Boileau souligne dans sa préface, qui m'a un peu répondu à... Je trouvais que c'était un objet inédit, mais ça répondait un peu à cette intuition-là. Et je suis très content qu'elle l'ait souligné. C'est un objet franchement unique. Et ce sont surtout ces mots. C'est pas le livre ou les articles ne sont pas des reconstitutions. Je n'ai pas mené d'entrevue, chercher des documents. C'est vraiment les mots d'Angélique Gilbert que j'ai pris soin de transcrire, mettre en ordre un peu et de vous partager aujourd'hui, 96 ans plus tard. Et elle aborde donc toutes sortes de sphères dans lesquelles elle souhaite transmettre des conseils. Donc, on parle autant d'éducation, et c'est formidable puisqu'on peut suivre un peu l'histoire de l'éducation au Québec depuis 1870 à travers cette famille-là. C'est une anecdote, vous direz, mais elle représente bien notre parcours collectif et comment ça a été complexe et quels efforts on a déployés pour arriver aujourd'hui
avec une situation plus qu'enviable aux yeux de nos ancêtres. Elle parle bien sûr des affaires, elle est commerçante, bien sûr de la vie. Commerçante, elle a accès à tous les gens, les élites du village, elle sait ce qui se passe. Elle nous donne ce point de vue-là privilégié sur ce qui affecte ses concitoyens, bien sûr. Et elle parle de technologie. Moi, j'aime à dire, j'ai quelques amis qui me reconnaîtront, mais qu'on se pense vraiment très fin avec l'Internet, notre révolution numérique et tous les développements qui sont devant nous. Mais si on se reporte il y a 100 ans, on parlait aussi de technologie. En d'autres mots, et je vous donne un exemple, le camion. Si simple, si acquis, on a de toutes les dimensions qui vont partout. Le camion arrive, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelles opportunités est-ce que le camion peut apporter à une commerçante? Comment est-ce que ça fonctionne? À quoi ça sert? Et on a cette réflexion-là, qu'on a accès à ces mots, mais sa pensée derrière ces mots. On a accès aussi, et c'est formidable, à une comptabilité sommaire du magasin des activités. J'en donne quelques extraits dans le livre, mais ça nous donne l'idée, hein, c'était quoi commercer à l'époque, à quoi ça tenait, et comment est-ce qu'on gérait les affaires et le commerce. C'est extrêmement fascinant, surtout dans les années 29 à 36, je vous dirais. Crise économique, on voit une application concrète ou une idée de l'ampleur de ce qu'on peut, nous, seulement avoir à travers un livre d'histoire aujourd'hui. Ça, c'est sur l'objet du livre. Et le dernier point que j'aimerais partager avec vous, c'est mais pourquoi écrire ce livre-là, sur cette personne-là, qui est une parmi tant d'autres, ou qui est une femme dans Charlevoix dont personne ne connaît. Je vous dirais parce que je pense que vous avez avantage à la connaître, à la découvrir. Et ce qui me préoccupait aussi, ce qui m'a beaucoup touché en transcrivant le livre et en réfléchissant à des politiques publiques, ça fait 10 ans que je m'implique dans différentes sphères politiques, c'est je voulais établir un trait d'union, lancer une ligne vers les Canadiens français, parce qu'ils n'étaient pas québécois dans les années 20, hein, c'était des Canadiens français qui nous ont précédés et qu'on connaît peu, nos ancêtres d'avant-guerre. On les connaît peu, on a certaines images. Ça se veut un pont lancé vers cette époque-là, vers cette époque qui était dite moderne à l'époque, hein, mais aujourd'hui, ça ne veut plus. La modernité nous a dépassés. C'est une époque aussi qui est distillée en quelques images. Si on demandait, hein, vite comme ça, que pensez-vous du Québec des années 30, ce serait quelque chose comme, on était pauvres agriculteurs et illettrés. Et on n'a pas beaucoup voyagé. Si ce n'est pas 2-3 de ces éléments-là, vous êtes chanceux, vous avez un peu de nuance. Je désirais modestement contribuer à nuancer cette époque-là, nuancer l'image et l'action, les efforts déployés par nos ancêtres, mon arrière-grand-mère, mais que vous avez sûrement retrouvé dans vos familles si vous fouillez un peu. C'est aussi pour donner la parole à une femme qui a beaucoup à dire. Et elle a beaucoup à dire parce qu'elle a beaucoup écrit. Hein, j'ai un tome en ma possession, j'ai eu accès à un tome, pardon. Il y en a un deuxième, malheureusement, qui est perdu, mais c'est une femme qui a beaucoup à dire, qui a une pensée et qui a consigné des événements parce qu'ils avaient un sens. Et lorsqu'on les met un peu en ordre, c'est extrêmement intéressant ce qu'on peut retirer de ce journal-là et j'espère des extraits ou de la mise en ordre que je vous propose. Ça a une réflexion aussi sur tous les obstacles auxquels on a dû faire face, mais aussi à tout ce parcours-là des 100 dernières années. Si on se pose la question, comment se fait-il qu'on a tant de possibilités de carrière, tant de possibilités de s'impliquer, tant de possibilités de réfléchir, d'avoir accès à la sphère publique ou à différentes sphères de nos vies? Comment ça se fait qu'on peut envisager l'avenir avec une certaine confiance? C'est en partie grâce à mon arrière-grand-mère et toutes les femmes comme elle, les hommes comme elle qui ont investi des efforts, qui ont influencé leurs enfants, qui ont influencé les leurs et nous, maintenant, 70, 90 ans plus tard. Et je terminerai en disant pourquoi écrire ce livre-là. Le projet est né en 2019 où on pensait que l'avenir était une autoroute infinie vers le bonheur et les possibilités multiples. Et c'est concrétisé beaucoup dans l'année 2020, début 2021. Et c'est donc une réflexion, ça peut offrir du réconfort. C'est une femme qui, sur sa vie de 66 ans, a traversé 2 guerres mondiales, une crise économique, des catastrophes naturelles et autres, vous le découvrirez. Et donc, ce qu'elle voulait partager avec ses enfants peut certainement nous être utile ou apporter un élément de réflexion.
c'est une époque qui est inquiétante ou incertaine pour le moins, c'est celle qu'on vit. On ne sait pas comment ça va se terminer, se développer. Et peut-être avec son exemple, oui, trouverons-nous des éléments de réflexion. De mon côté, ça a été un moment où je me suis senti peut-être moins seul, appuyé dans cette incertitude-là. Ça ne règle pas tout, mais ça fournit une matière à penser. Et donc, me sentir appuyé ou regardé par cette arrière-grand-mère-là que je n'ai jamais connue, mais dont j'ai beaucoup entendu parler. Et tous ces ancêtres-là, ces gens-là qui ont voulu notre bien, qui ont voulu investir pour qu'on ait des conditions meilleures. Et peut-être le seront-elles, retrouverons-nous une époque où les conditions deviendront multiples et meilleures. Donc, c'est le dernier aspect vraiment qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup apporté en travaillant ce projet-là. Et Angèle Gilbert, en terminant, nous pose vraiment une question à travers ses aventures et à travers sa pensée, ses mots. C'est qu'est-ce que vaut la sécurité, le sentiment d'être en sécurité? Que faut-il pour se sentir en sécurité et assez en sécurité pour foncer, pour rêver ou pour entreprendre? C'est une question qu'elle nous lance et la réponse nous appartient, mais elle nous accompagne un peu sur ce chemin-là. Et ça parle de prudence beaucoup. Alors, c'est comme ça que je vous présenterai le projet, c'est comme ça que je vous partagerai cette aventure qui a résulté d'un livre. Alors, merci beaucoup et je suis disponible si vous avez des questions, souhaitez jaser, bien sûr. J'approche le micro. Vous avez des questions? Ben, moi, je tiens à te remercier. Magnifique intervention. Merci. Ça donne effectivement le goût de la connaître. Ça, je pense que c'est tout à fait réussi. On va se faire un plaisir de le lire, assurément. Pourrais-tu nous dire un mot sur l'éditeur? Certainement. Bien sûr. Le livre est édité aux éditions Charlevoix. Et c'est une maison d'édition bien spéciale hein, parce qu'on connaît beaucoup de maisons d'édition qui sont localisées à Montréal et Québec. Et cette maison d'édition-là se spécialise, c'est drôle, se spécialise dans l'histoire régionale de Charlevoix, publie également des romans, des recueils de poésie et des projets qui tournent autour de l'histoire comme mon livre et avec une espèce de regard quasiment qui tient de l'essai. Et c'est tenu depuis plus de 35 ans. C'est une société qui produit la Revue d'histoire de Charlevoix, qui fournit un regard sur la région, mais qui a connu toutes les grandes aventures que le Québec est connu, avec un angle très régional et qui nous... moi, j'ai beaucoup de plaisir à lire parce que je viens des cantons de l'Est. Je vous disais que les gens à Montréal venaient d'un peu partout. Hein. Je suis un exemple parfait de ça. Je viens des cantons de l'Est. Et beaucoup des aventures vécues dans Charlevoix peuvent trouver des équivalents à Sherbrooke, donc d'où je viens. Et c'est une maison d'édition qui a un regard qui veut vraiment diffuser, être une industrie culturelle dans Charlevoix. Question que les Charlevoisiens développent un regard sur eux-mêmes et pas juste un regard sur les touristes qui viennent les visiter, qui est important. Hein. Tout le monde connaît Charlevoix pour la gastronomie, les paysages formidables, l'accueil qu'on y trouve. Mais ça fait qu'il y a un regard, on a tous un regard sur Charlevoix, les habitants, ce qu'on attend d'eux quand on va les visiter. Mais c'est une industrie culturelle qui permet aussi à des Charlevoisiens d'avoir un regard sur leur histoire, leur développement, leur parcours. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Hein. C'est un des buts dans la remise du manuscrit à la Société d'histoire de modestement, moi des cantons de l'Est, de contribuer à cette compréhension-là de l'histoire de Charlevoix, de ce parcours-là. Et en écrivant le livre, à contribuer, à redonner un peu. J'ai beaucoup reçu, là, j'ai beaucoup reçu. Je suis chanceux, j'ai fait de bonnes études, j'ai une belle situation. Je m'intéresse à l'histoire, mais c'est une façon de redonner aussi et de ne pas dire, de ne pas donner mon opinion, ma vision de ce que Charlevoix est pour moi, mais de modestement contribuer à ce que ce parcours-là se construise et à ce que les Charlevoisiens aient un regard sur leur parcours. Ben, avant, moi j'ai une autre question. D'accord. Tu évoquais que ton ancêtre, elle a eu 8 enfants. Oui. Et elle ne s'épanchait pas trop sur sa vie intime. Mais est-ce qu'on a des bribes de sa relation avec son mari, par exemple? Curieusement, très peu. Et probablement que donc Angèle Gilbert, femme dans les années 20-30, vivait on dirait, là, dans l'ombre de son mari. On dit beaucoup de ces femmes-là qu'elles appuient leur mari dans leur commerce, dans leurs aventures. Mais non, on a très peu de bribes.
Sinon, qu'elle ait une analyse sur les affaires, et c'est là qu'on découvre un peu des éléments de relation avec son mari. Ils travaillaient ensemble, ils vivaient ensemble. Et elle se penche sur les contrats, je n'étais pour dire les deals, mais ça c'est mon héritage des cantons de l'Est, mais les transactions faites par son mari et comment régler ça au plus juste et au moins de dommages. Ils avaient par exemple un contrat avec un fournisseur de bois tout de suite après la Première Guerre mondiale où les prix ont flambé. Et c'était un contrat sur 5 ans, ils devaient de l'argent et les prix avaient vraiment fluctué. Les prix avaient explosé, il y avait une pénurie de bois. Et elle, à travers ses mots, elle parle du contrat, mais elle évoque la façon de régler ça avec le moins de conflits et le plus de justice possible avec le fournisseur, pour ne pas que ça traîne des années. C'est une femme très pragmatique. Et on retrouve une autre bride il y a un tremblement de terre historique qui s'est déroulé en 1925, qui est évoqué. Et elle l'a vécu, elle était là. Et c'est drôle parce vous me permettrez de reprendre un cliché. Sous le coup de l'émotion, on disait souvent des femmes qu'elles étaient hystériques, quand elles ne maîtrisaient pas leurs émotions. Et curieusement, curieusement parce qu'on a une preuve que c'est pas toujours vrai et que les femmes ont quand même une solidité puis une force qu'on ne leur reconnaissait pas. Lorsque le tremblement de terre est arrivé, c'était le début de l'électrification, donc les fils cassent, des flamèches, des flammes apparaissent. Son mari part à l'épouvante, la porte ferme pas, les enfants restent à la maison, il pense que c'est la fin du monde, que tout le monde va mourir parce qu'il y a le feu, l'électricité qui n'est pas tellement connue. Et elle elle est très énervée et elle explique tout ça. Elle dit bien non, il y a des fils qui ont cassé, les enfants devaient être en sécurité, je me suis assuré de fermer les portes, qu'il n'y ait pas trop de dégâts dans la maison. Puis elle dit de son mari qui pensait que la vie était finie puis qui pensait mourir ce soir-là. Comment est-ce qu'il a pris les jambes à son cou et que sous le coup de l'émotion, lui est sorti de sa maison. Donc, elle ne parle pas tant de son mari que du tremblement de terre, mais on comprend qu'elle dit, ben là, moi, là, j'ai sécurisé les enfants, je me suis assuré que rien brise dans la maison. C'est un fil électrique qui a cassé. Elle avait compris comment ça fonctionnait, malgré, je dirais, son état de femme dans les années 20. Et je dis avec beaucoup d'affection. Le mari, elle a fini quand même par le rattraper, je présume. Elle a fini. Lui est revenu. Non, lui est revenu. Comme on dit chez moi, tout ce qui mange revient. Tout ce qui mange revient. Oui, c'est très, très bon. Tout ce qui mange revient. C'est comme ça qu'on a des relations avec son mari. Les enfants, c'est un peu la même chose. Hein. On ne connaît pas les jeux des enfants, qu'est-ce qui les amusait. On n'a aucune idée du menu de ce qu'ils mangeaient. En jasant avec des cousines de mon père, donc des petites filles on sait qu'ils mangeaient une cuisine d'inspiration française, mais qu'ils avaient accès à des choses. On se targue beaucoup il y a un élément dans le livre du régime méditerranéen, mais dans le tremblement de terre, il y a des bouteilles, ou du moins des contenants d'huile d'olive qui ont cassé et qui se sont répandus. Donc, dans les années 20 à Charlevoix, croyez-le ou pas, l'huile d'olive était commercée. Bon, que faisait-il par rapport à nous? C'est un autre débat, mais alors quand même, c'est assez intéressant de connaître l'étendue de ce commerce-là. Hein. Ça ne poussait pas, l'huile d'olive ne venait pas de Québec, certains. Donc, quand même, les réseaux commerciaux atteignaient Charlevoix dans les années 20. C'est quand même extraordinaire. Donc, la mondialisation était déjà bel et bien en marche. Ah ben oui, hein. Mondialisation, c'est une chose, mais le commerce a toujours existé. Donc, ça, la forme change, mais quand même, c'est assez extraordinaire de réaliser ça quand même. Des questions? Oui, approchez-vous, madame. Donc, vous avez écrit plusieurs essais auparavant, 4 livres. En quoi l'écriture de ce type de livre-là est différente de la démarche d'écriture pour les livres? Je risquerais une sous-question aussi. C'est quoi les 4 essais? Ah, ben oui, ça c'est une bonne question aussi. Je vais commencer par la sous-question, puis je réponds avec plaisir. Les 4 essais, c'est publié aux éditions Somme Toute, dans la collection Parce que demain. Et ça traite de 4 thématiques qui avec mes co-autrices, co-auteurs, et nous sommes chers. Il y a l'éducation, c'est réussir l'éducation, choisir l'environnement, rétablir la santé et rêver le territoire. Donc, ça traite d'aspects. On a une éducation politique dans les années 2010. Chacun de ces essais-là, c'est 4 tomes. Oui, c'est 4 essais. C'est des plaquettes de 120 pages environ. Et on voulait, avec les années 2017-18, on voulait vraiment communiquer à nos concitoyens. C'est une initiative citoyenne. Et donc, c'est tellement intéressé à ces questions-là. On se disait, ben, ce serait le fun que les gens, on n'a pas tous l'occasion de passer des heures comme nous à fouiller ça, mais s'intéressent à ces enjeux-là, développent une pensée. Puis les élections de 2018 arrivaient, donc pose des questions à leurs candidats.
face à leurs promesses-là, leurs promesses, leurs propositions, leur point de vue, leur donner un peu des outils pour challenger ces promesses-là, ces propositions-là. Donc, ces 4 essais en politique publique. Donc, ça, c'est les 4 essais que je vous invite évidemment à vous les procurer. C'est une autre aventure d'un autre type, mais ça nous a fait vivre de belles aventures jusqu'à des conférences à Moncton. Ces livres-là se retrouvent à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, au Congrès aux États-Unis, jusqu'en Alberta. Donc, je pense que ça peut certainement apporter un éclairage sur nos débats qui ont toujours rage. Hein? Quelques années plus tard, là, on est au même point dans les débats et on les reprend dans les prochains mois. La différence dans l'écriture, quand les essais en politique publique, c'est certain qu'on a c'est des essais, on a une proposition, on veut dire quelque chose, mais on s'est assuré vraiment de les documenter, qu'ils soient bien sûr inspirants, qu'ils soient pragmatiques, on veut que ce soit réalisable et on voulait faire réfléchir les gens. On leur propose une vision de l'enjeu, mais on leur pose des questions. Donc c'était l'approche qui a été utilisée. Et on s'est beaucoup challengé avec nos biais. On a chacun des traits plus forts et on voulait non pas édulcorer la chose, mais être conscient de ces éléments-là qu'on voulait transmettre et bien les expliquer aux lecteurs et bien les mettre en contexte et leur dire, vraiment leur proposer en quoi on pensait que c'était bon et en quoi c'était structurant au-delà de nos propres opinions. C'est très documenté. Avec l'essai en histoire, donc sur Angélique Gilbert, ça se veut, c'est plus personnel, c'est-à-dire on parle du récit d'une femme qui a des mots, une pensée. L'idée, c'est pas de la challenger, mais j'ai cherché aussi à corroborer, à enrichir cette réflexion-là ou à ajouter des preuves qu'elle a bel et bien, que les événements dont elle parle ont bel et bien eu lieu, que ça... comment se positionner ses opinions dans cette époque-là. Donc, ça a été beaucoup de corroboration pour supporter ses mots, sa pensée, et non pas la challenger et douter ou la mettre comme en défaut. Donc, c'est la principale direction. Donc, avec les essais, en résumé, on veut proposer au lecteur, si ça vous intéresse, notre vision de ce qui est structurant en éducation, par exemple. Et avec le livre d'histoire, j'espère vous donner cet exemple-là, vous partager cet exemple-là qui peut nous apporter à réfléchir et à apporter vos propres réponses. Je parlais de réconfort, mais je parlais de période incertaine. Je pense que ça peut certainement ajouter de la nuance à une connaissance sur une époque révolue. Puis ça a du sens? Ça a du sens? Ça nous semble clair, je pense. Oui, formidable. Formidable. Check, c'est clair. D'autres questions? Bon, ben. Merci beaucoup. Merci. Oui, je vous cède la parole. Ben oui, pour la conclusion. Bien sûr, bien sûr. Ben voilà. Alors, ben merci Jean-François. Le livre, on peut le trouver dans à peu près partout, à part ici, oui. Les librairies indépendantes, bien sûr. Moi, je vous suggère les libraires, la Société d'histoire de Charlevoix, votre libraire préféré. Ben voilà, le site monlibraire.ca. Oui, hein, leslibraires.ca. Oui, ben voilà. Ben, j'ai oublié de dire qu'on était à Montréal. On est le 25 novembre 2021. Alors, ben merci aux gens ici présents. Puis merci à l'auteur, merci à l'éditeur et merci aux lecteurs. Bonne soirée à tous. Voilà. Ben bravo, c'est bien fait ça. Ben, c'est moi qui j'en ai mon grain, ça se passe bien. Ben oui, ben là, t'es pas. On n'a pas à te confronter, hein? Non, non.